Le jour se lève sur Clermont-Ferrand. Dans la zone industrielle, une société spécialisée dans le petit électroménager. Un matin de septembre dernier, lorsque ce chef d'entreprise arrive au travail, rien ne se passe comme prévu. Voilà, c'est ici la cause de tous mes problèmes. Un serveur, un ransomware. Voilà ce que j'ai reçu le 11 septembre au matin. Un ransomware, ou logiciel de rançon, avec cadenas et messages en anglais. 3 800 € à payer dans les 24 heures, où tous vos fichiers seront définitivement supprimés. Pour moi, c'est du chinois. C'est du chinois. Je comprends rien. Enfin, je comprends que mon ordinateur et mon serveur est crypté. Ça, je l'ai compris dès le premier coup. Parce qu'en bas, on ne peut plus rien ouvrir. On ne peut plus travailler. Tous les ordinateurs de sa société, bloqués. C'est une prise d'otage. On vous kidnappe, on vous rançonne, on vous demande de payer pour pouvoir continuer à travailler. Son entreprise, déjà placée en redressement judiciaire, vient de subir un casse informatique. Dans les heures qui suivent, André Thomas fait appel à des informaticiens pour tenter de récupérer ses données. 5 au total vont se succéder, mais à chaque fois, le même constat. Donc là, on voit bien, tous vos fichiers sont chiffrés. 258 714 éléments de chiffrés. De chiffrés. De cryptés, quoi. Oui, ça. Cryptés. Donc, si vous 258 000. Oui. Donc là, malheureusement pour vous, c'est une attaque de masse. Malheureusement, il n'y a pas de solution. C'est un truc de fou, c'est vrai. Vous aviez quoi, vous, sur ces fichiers? Toute notre comptabilité, nos clients, fournisseurs, etc. Il y avait tout? Il y avait tout, oui. Non, c'est comme ça. André Thomas n'a pas payé la rançon. Pour son entreprise, qui ne roulait pas sur l'or, c'est le coup de grâce. Désormais impossible d'accéder au logiciel professionnel, de passer ses commandes. Bref, selon lui, impossible de continuer l'activité. C'est la mort de l'entreprise. J'ai plus de clients, j'ai plus de stock, j'ai plus de comptabilité. On avait des passerelles avec les fournisseurs, j'ai plus de passerelles. 8 employés vont être licenciés. Ça se trouve, c'est qu'un fil qui est coupé. Là. Comme Marine Chauvac, 24 ans. C'est la dernière réparation. C'est le dernier appareil. La technicienne va perdre son premier emploi. Et après, c'est fini. On se retrouve sans rien à cause d'un virus. À cause d'un virus qui nous est tombé dessus comme ça, en fait. Comment un virus informatique peut-il anéantir une société? C'est un braquage d'un nouveau genre, sans arme de poing ni témoin. C'est une prise d'otage virtuelle. C'est traumatisant. Les ransomware ou logiciels de rançon auraient déjà frappé plus de la moitié des entreprises françaises. La question, c'est pas de savoir si ça va arriver. La question, c'est quand et qu'est-ce qu'on fait? Comment fonctionnent ces virus capables de terrasser les systèmes informatiques? Qui sont ces cyberdélinquants? Au début, je cherchais juste à contourner en fait la sécurité. Et après, je me suis dit, on peut gagner de l'argent avec ça. En 30 minutes chrono, nous allons tout vous expliquer. Sur ce fléau moderne qui menace désormais les PME les plus modestes, comme les plus grandes entreprises. Pour comprendre cette menace, il faut remonter à la source. Cet homme dirige un laboratoire du CNRS unique en France qui traque les virus informatiques. Au sous-sol, un coffre-fort. Vous êtes dans une zone sécurisée. Là, il faut montrer patte blanche.
Jean-Yves Marion collectionne les pires ennemis de vos ordinateurs. Qu'est-ce qu'il y a dans ces armoires? Donc dans ces armoires, on va stocker tout ce que l'on a. Et aujourd'hui, on a à peu près, nous, 10 millions de codes malveillants, c'est-à-dire des virus, des vers, des botnets, des ransomware. C'est-à-dire que des virus sont emprisonnés dans ces armoires? Complètement, ils sont emprisonnés, il n'y a aucune chance qu'ils puissent s'échapper. Derrière ces câbles, des millions de virus informatiques, appâtés par des ordinateurs, apparemment sans défense. On simule une sorte de forteresse où la porte serait ouverte de telle manière à attirer l'ennemi. L'ennemi rentre et à ce moment-là, on ferme la porte et il est à nous. Et l'ennemi, le voici. Un virus informatique, ce sont des lignes de code, des chiffres, des lettres qui disent à votre ordinateur ce qu'il doit faire. Jean-Yves Marion les collecte pour mieux les comprendre. Chaque virus a sa propre signature. Comme vous avez votre propre signature, votre empreinte digitale ou autre chose. Là, c'est pareil. Et on va, nous, essayer de construire des signatures pour pouvoir les identifier. Construire des signatures pour modéliser ces virus en 3 dimensions. Des molécules sans cesse plus élaborées. Alors, la façon dont c'est fait, c'est de plus en plus compliqué. C'est comme un plat de cuisine, quoi. Vous pouvez faire des pâtes avec du beurre, c'est facile. Puis vous pouvez faire des plats beaucoup plus complexes. Et bien là, c'est pareil. Le niveau a augmenté. On en a maintenant, peut-être pas des grands chefs, mais presque. Des logiciels de rançon sophistiqués, mais un mode de contamination extrêmement simple. La plupart du temps, c'est par un simple courriel que le virus vient infecter votre ordinateur. Une pièce jointe qui, lorsqu'elle est ouverte, libère la charge virale. Votre ordinateur se chiffre, tous vos documents deviennent illisibles. Comme tous les appareils qui y sont connectés. Disque dur, clé USB. Vos fichiers sont inaccessibles. Seule solution pour les libérer, payer. Et pour les entreprises piratées, le virus se propage parfois aux clients ou aux fournisseurs. Tous connectés, tous contaminés. Impossible de connaître le nombre précis de victimes. Seules 200 plaintes ont été enregistrées depuis 2 ans. La plupart des chefs d'entreprise ne veulent pas témoigner. Comme cette dirigeante de PME. Je ne donnerai pas suite. J'ai trop peur des représailles. Revivre ces moments me semble trop difficile. Ou ce responsable d'un hôpital. La direction du centre hospitalier ne souhaite pas communiquer et ainsi exposer notre établissement à de futures attaques. Dans l'ouest de la France, un homme va nous faire prendre la mesure du phénomène. Ludovic de Carquet est pompier, version numérique. Depuis 3 ans, il sillonne la Vendée pour venir en aide aux PME piratées. Les entreprises victimes sont dans tous les secteurs, vraiment, aussi bien l'industrie, le commerce, la distribution. Je dirais, il n'y a personne qui est épargné. Là, c'est vraiment assez incroyable. Et des sociétés visées par des logiciels de rançon. Là, dans le secteur, donc, il y a une entreprise plus loin là, qu'on a accompagnée, donc on sait qu'ils ont été victimes à plusieurs reprises. Il y en a, selon lui, à tous les coins de rue. Là, derrière, il y en a une autre. Elle a été victime, elle nous a appelé là, il y a 2 mois. Là, il y a à peu près une centaine d'entreprises, donc je pense qu'il y a au moins la moitié qui ont été victimes sur les 12 derniers mois, il n'y a pas de souci. Une centaine, rien que dans cette zone industrielle. Il y a 1 an et demi, l'entreprise Robin s'est elle aussi retrouvée au pied du mur. Un lundi matin, Ludovic de Carquet intervient en urgence. Tu vas bien ? Ouais, toi. La PME de tôlerie industrielle vient de découvrir que son système informatique a été piraté, avec des conséquences immédiates pour le chef d'entreprise. La première semaine, quand on a eu le virus, on avait des pièces qui, ici, étaient prêtes. Et par contre, on ne pouvait pas les livrer. Parce qu'on ne pouvait pas éditer les bons de livraison, pas éditer les factures. Montant de la rançon demandée,
3 240 €. Dès le lundi, on a réussi à... Étienne Robin va les payer sur les conseils de l'expert. Payer cette rançon, c'est une vision pragmatique. C'est pour que l'usine continue à produire et que les gens continuent à travailler. Donc là, Étienne n'avait pas le choix. Il y avait des contraintes de temps très courtes. Il fallait que, entre guillemets, il puisse repartir avec ce fichier. Du coup, il a bien fait de payer. Derrière, il y a quand même des emplois, des clients. C'est ça, etc. il y avait des clients à livrer, il fallait trouver une solution. Commencent alors d'interminables heures d'angoisse. De jour comme de nuit, Étienne Robin échange par courriel avec le preneur d'otage de ces données. Et avec une adresse mail. Le seul à pouvoir lui débloquer ses précieux fichiers. Vous avez crypté mes données, qu'est-ce que je dois faire pour les récupérer? À ça, j'ai eu une réponse qui me disait que vos fichiers ont été cryptés parce que vous n'avez pas apporté assez d'attention à votre système informatique. Pour décrypter vos données, vous devez nous payer. Après le paiement, nous vous enverrons une clé personnelle de décodage. On n'est pas des voleurs, on n'est pas des menteurs. Vous payez, on vous aide. Il vous demandait combien? Donc 6 bitcoins. Et puis 24 heures après, ça montait à 9. Donc tout de suite, la pression sur le timing. Et vous saviez ce que c'était qu'un bitcoin? Non, donc c'est là que Ludovic m'a été d'une grande aide pour m'expliquer ce que c'était l'argent virtuel, comment ça fonctionnait, comment on pouvait en acheter. Parce que jusqu'à maintenant, personne chez nous connaissait ça ou l'avait fait. 6 bitcoins, c'est à l'époque 3 240 €. C'est toujours par cette monnaie quasi intraçable que les pirates exigent leur rançon. L'heure tourne, la pression monte. La discussion va durer une semaine jusqu'à ce qu'Étienne Robin verse la somme en échange de cette clé de décryptage. Toutes ces données sont sauvées. Même si j'ai réussi à discuter, à négocier, jusqu'au dénouement final, j'ai rien maîtrisé. Et dans ma position, ne pas maîtriser la position de dirigeant d'entreprise, c'est pas bon. C'est l'équivalent virtuel de ce qu'ont pu subir, hélas, des personnes sur des braquages, des prises d'otages, des cambriolages, à plus ou moins grosse échelle. C'est la même chose en virtuel. Vous l'avez vécu comme ça, vous? Moi, oui. C'est traumatisant. C'est un mauvais souvenir. Pour Étienne Robin, l'histoire s'est bien terminée et il est maintenant mieux protégé. Mais le pirate a gagné. Qui sont ces nouveaux braqueurs, ces maîtres chanteurs? Nous allons tenter de les rencontrer. D'abord sur Internet, nous découvrons que leurs armes sont en vente sur des sites clandestins. Et il y en a à tous les prix. De 25 € pour ce virus, jusqu'à 3 000 $ pour ce logiciel de rançon qualifié de monstre. Déjà fabriqué, prêt à l'emploi. Je réussis à entrer en contact avec un groupe de pirates méfiants. Leur crainte, que je sois policier. Nous échangeons par messagerie cryptée. Je dois prouver mon identité. Une photo avec la date du jour et ma carte de presse. L'un des rançonneurs accepte de nous rencontrer. Dans le sud de la France, nous avons rendez-vous avec ce jeune pirate que nous appellerons Julien. Il a accepté de nous parler, à condition de ne pas être reconnu. Vous ne verrez pas son visage, et sa voix a été modifiée. Pour moi, le ransomware, c'est ce qu'il y a de plus rentable actuellement. Pourquoi? Parce que c'est simple, c'est efficace. Lui s'introduit d'abord dans l'ordinateur de ses victimes, comme il les appelle. Ça, c'est mes victimes connectées qui sont en ce moment sur leur PC. Et ça, c'est mes victimes déconnectées, donc avec leur ordinateur éteint. J'ai le contrôle total de l'ordinateur. Je peux faire même plus que ce que ne peut faire le propriétaire de l'ordinateur.
Et Julien tient à nous faire une démonstration. À distance, il prend le contrôle de la webcam d'un internaute aux Pays-Bas. Voilà sa caméra frontale. Il est tranquillement sur son PC en train de naviguer sur Internet. Et je suis en train de le regarder alors qu'il ne sait pas. Là, vous vous êtes introduit sur un ordinateur. Oui, tout à fait. Et ça, c'est une personne qui s'est fait avoir par moi en temps réel. Donc lui, il ne sait pas qu'il est filmé? Non, absolument pas. Avant d'exécuter le logiciel de rançon, comme un cambrioleur sans aucun état d'âme, Julien fait d'abord un repérage. J'analyse les victimes avant. C'est-à-dire que chaque victime que j'ai, je ne vais pas directement l'affecter. Je vais regarder ses comptes, regarder ses fichiers. En fait, j'essaie de rentabiliser un maximum mes victimes. C'est qui votre dernière victime qui a payé la rançon? Ma dernière victime qui a payé la rançon, c'était un architecte. C'était un architecte qui avait plusieurs plans de maison, qui a payé 150 € à peu près en bitcoin. Le pirate explique cibler uniquement des particuliers avec des petites rançons. Depuis quelques mois, Julien dit avoir gagné 1400 € grâce à ses braquages à distance. C'est une forme de chantage. Oui, c'est du chantage. En leur renvoyant la demande de rançon, vous pensez à ce que ressentent les victimes? J'essaie de pas penser à... Je pense pas, en fait, à la victime qui a derrière le PC, en fait. Vous pensez à quoi? Je pense à l'argent qui est rentré dans mon portefeuille, je pense à... J'y pense pas, quoi. Je me dis des fois, il s'est fait attraper, c'est le jeu. Voilà. C'est le jeu. C'est un jeu pour vous? Voilà, c'est un jeu. Il y en a qui jouent à Call of Duty, et moi je joue à contourner la sécurité. Pour ces délits, il encourt jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Julien et ses complices ont même créé leur propre virus. Mais est-il aussi infaillible que le cyberdélinquant le prétend? Nous avons apporté ce logiciel de rançon à Jean-Yves Marion pour qu'il l'analyse. Sur cette clé USB, on nous a transmis un logiciel de rançon. Est-ce qu'on peut savoir si les antivirus le détectent ou non? Eh bien, on va essayer. Le code malveillant est passé au crible des antivirus, censés protéger votre ordinateur. Verdict: 7 sur 66 le détectent comme logiciel de rançon. Ce qui est très peu. Ce qui est très peu. C'est-à-dire que si ce logiciel de rançon il est utilisé contre des ordinateurs, la plupart seront infectés? La plupart seront infectés puisque de toute façon, il passera la barrière des antivirus qui vont le considérer comme un logiciel sain. Si je vous dis que ce logiciel il est utilisé en ce moment par certains en France, ça vous étonne? Non, à ce niveau-là, plus rien ne m'étonne. On peut le garder? Pour Jean-Yves Marion, ce n'est qu'un virus de plus. Vous avez un collectionneur un peu fou, hein. Moi je prends tout. Hein. Il y en a qui collectionnent les papillons, moi je collectionne... des virus? Des virus. Une arme numérique conçue dans la clandestinité pour des attaques ciblées. Mais ce qui va suivre est d'une toute autre dimension. En mai dernier, la planète découvre un virus de destruction massive. Le logiciel de rançon WannaCry. La plus grosse cyberattaque de toute l'histoire. L'attaque du logiciel de rançon s'étend au monde entier. Plus de 300 000 ordinateurs. Infectés en seulement quelques heures. Dans 150 pays. WannaCry contamine des services publics comme des multinationales. Renault en France. Le site de production de Renault Sandouville en Seine-Maritime a été paralysé. Chaîne de production à l'arrêt pour éviter la propagation du virus. Ou encore une cinquantaine d'hôpitaux britanniques. Certains ont été contraints de reporter des rendez-vous et même d'annuler des opérations chirurgicales. Et le nombre de contaminations aurait pu être beaucoup plus important encore, sans l'action de plusieurs experts dans l'ombre. Parmi lesquels, un Français de 28 ans.
Mathieu Swiech vit à Dubaï depuis 2 ans. Et ici, toute la communauté informatique connaît désormais le jeune Français. Il est connu? Bien sûr, ce gars c'est une célébrité. Il a sauvé le monde. C'est un super-héros derrière un ordinateur. Un super-héros anonyme. Car Mathieu Swiech est l'un des rares à avoir été capable de comprendre le mécanisme du virus WannaCry, et plus encore, de l'enrayer. Son métier? Hacker professionnel. Voilà. Je parle français, anglais et C++. Ça veut dire quoi, C++? C'est le nom d'un langage de programmation. Et qu'est-ce qui vous différencie avec un pirate informatique? Je ne suis pas en prison, la police ne me recherche pas. J'aide des gens. J'écris donc des outils et des logiciels qui sont utilisés par d'autres personnes. Ça a une notion plus constructive que destructive. Dès que WannaCry a commencé à semer la panique, le jeune homme a tenté de comprendre comment fonctionnait ce logiciel de rançon. Plusieurs nuits blanches devant son ordinateur, jusqu'à ce qu'il trouve l'antidote. Le virus contient un point faible, un code qui permet de l'enrayer. Ça, c'est la partie du code qui contenait donc le bug dans WannaCry. On peut dire que vous avez trouvé la faille dans le virus. Ça revient à une faille dans le virus. Oui. Cette faille lui a permis d'endiguer la propagation. WannaCry est toujours actif aujourd'hui, mais inoffensif. Ce qu'on voit là, c'est le nombre de tentatives d'infection qui sont arrivées entre le 12 mai et aujourd'hui par WannaCry. C'est toutes les infections que vous avez empêchées finalement. Exactement. Donc, entre le 12 mai et aujourd'hui, ça représente à peu près 1,2 million d'ordinateurs. Et là, les gens qui n'ont pas été infectés grâce à vous, ils ne savent pas que c'est grâce à vous? Ils ne le savent pas. C'est juste que tout se passe bien, donc tout va bien. Et vous en tirez une satisfaction, vous? Tant mieux pour eux. Mais comment un virus a-t-il pu mettre en péril autant d'ordinateurs? WannaCry, c'est l'histoire d'une vulnérabilité. Un défaut de fabrication d'un système que vous connaissez tous, Windows. Cette faille aurait été découverte et utilisée à des fins d'espionnage par la NSA, l'une des plus grandes agences de renseignement américains. Mais en avril dernier, la vulnérabilité est révélée au grand public sur Internet. Des pirates vont alors utiliser ce code pour propager ce qui va devenir le pire logiciel de rançon de l'histoire. Reste une question. Qui sont ces pirates? Donc, WannaCry. Pour l'expert en cybersécurité, cela ne fait plus aucun doute. WannaCry porte la même signature qu'un précédent virus. WannaCry avait des similitudes avec un autre ransomware, des similitudes techniques. La signature d'un pays. Personnellement, je pense que cette attaque est due à un État et non à une organisation ou quelqu'un qui est tout seul dans sa chambre. Quel État? La Corée du Nord. Le régime nord-coréen isolé sur la scène internationale aurait conçu WannaCry dans un but lucratif. Une hypothèse confirmée il y a quelques jours par les services secrets anglais et américains. Et ce n'est qu'un début, selon Mathieu Swiech. Ce nombre d'attaques va aussi augmenter dans le futur, étant donné qu'on est en train de rentrer un peu dans une guerre froide entre des États, et dont les victimes principales, en tout cas pour cette année, ont été des entreprises privées et publiques. Des entreprises qui commencent à prendre conscience de ces menaces. Au 45e étage de la tour Montparnasse, la riposte s'organise. Aujourd'hui, ils sont une vingtaine, bien concentrés,
car ce sont les premiers concernés. Bonjour, Patrick. Je suis responsable sûreté adjoint pour le groupe Kiloutou. Bonjour, Richard, responsable du département cyber France d'une grosse société 440. Je viens de rejoindre la direction cyber au sein du groupe La Poste. Je suis en charge de la protection de l'information pour un groupe industriel. D'accord. C'est assez varié aujourd'hui. Les milieux industriels, les PME, les grands groupes 440. Tous participent à une sensibilisation aux attaques informatiques. Ok. La question, c'est pas de savoir si ça va arriver. La question, c'est quand et qu'est-ce qu'on fait. Et au programme aujourd'hui, WannaCry, mais dans la peau de l'attaquant. Et ce n'est pas le langage technique qui leur fait peur. On va dans le bon répertoire, CD, hein, petit c, petit d, / opt, cve, il y a la complétion si tu appuies sur tabulation. Non. Voilà. Qu'est-ce que vous faites là? Donc là, je viens de lancer l'attaque. Donc j'ai pris le rôle de l'attaquant, j'ai lancé l'attaque, et je suis en attente d'une victime. Une victime fictive et une première pour eux, plus habitués à parer les coups. Ça permet de toucher du doigt la simplicité avec laquelle un attaquant peut déployer ce genre de menaces. Et ça, c'est très important. Vous trouvez ça simple, là? Oui, c'est plutôt simple pour quelqu'un qui pratique, oui, c'est très simple. Connaître les armes de l'adversaire pour mieux savoir se défendre. La plus grosse vulnérabilité, hein, le plus gros problème, et c'est pour ça que vous êtes là, c'est souvent entre la chaise et le clavier, c'est-à-dire l'humain. Ici, tous maîtrisent déjà les règles de base. Toujours faire des sauvegardes, déconnecter des réseaux, mettre à jour ses logiciels. Et surtout, ne jamais ouvrir de courriel dont la provenance est inconnue. Tout le monde est un peu dans un climat de peur et de stress et cherche soit à se suréquiper en outils, mais ça fait 20, 30, 40 ans, on sait bien que la sécurité, c'est pas une accumulation d'outils. La sécurité, c'est le maillon faible souvent, où c'est renforcer le firewall humain, c'est l'individu. Qu'est-ce que je fais? Comment je me méfie? Et donc pour ça, faut se former. Les entreprises françaises ont tardé à considérer la sécurité informatique comme un enjeu majeur. Et ce soir-là, c'est le secrétaire d'État au numérique lui-même qui met en garde. Quand on a 50 PME qui tombent, eh bien, ça nous fait tous très mal au cœur et on fera toujours tout pour les aider, mais on se relève. Quand on a 50 000 PME qui tombent, c'est tout le pays qui est en danger. Et aujourd'hui, la question, c'est pas de savoir si ça va arriver ou pas, c'est de se dire qu'on va avoir des attaques comme ça qui vont continuer à se multiplier. On va avoir des attaques massives, aveugles, qui vont massivement tenter d'attaquer tous nos objets connectés, tous nos ordinateurs, tous ceux de nos PME. Des PME aujourd'hui encore très vulnérables. 3/4 des attaques informatiques viseraient les petites et moyennes entreprises. À Clermont-Ferrand, dans la société d'André Thomas, il est déjà trop tard. Voilà, il n'y a plus rien. C'est vide. La société... derrière vide. Avant d'être attaqué, son entreprise en redressement semblait déjà condamnée. 2 mois après notre première rencontre, elle vient d'être placée en liquidation judiciaire. 8 employés licenciés et des courriers restés sans réponse. Donc il y a le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, le maire de Clermont, la région, bien sûr, le ministre du Travail. Voilà. Mais quitte à tout perdre, est-ce qu'il ne fallait pas les payer, ces 3 800 € pour pas supprimer 8 emplois? Alors moi j'ai eu l'accord, enfin, j'ai pris la décision tout seul, mais toutes les personnes que j'ai vues dans le procureur de la République, hein, puisque quand j'ai été convoqué pour la mise en liquidation, m'a dit non, il ne faut pas payer. La police me dit il ne faut pas payer. Voilà. Oui, je suis d'accord, ok, mais la société, aujourd'hui, elle est fermée. À 61 ans, il n'a pas eu le courage de relancer son entreprise. Fermeture définitive pour cause de piratage informatique. Selon plusieurs études, comme lui, plus d'un chef d'entreprise sur 2 en France a déjà été victime.
d'un logiciel de rançon.